nos clients, les murs et tout pour les startups. Il y a une première chose qui est de dire qu'il faut que tout le monde soit vraiment en phase et ça démarre au niveau de l'équipe. Nous, on voit pas mal d'équipes, ça paraît une évidence, mais où les gens à l'intérieur ne sont pas d'accord sur ce qu'il faut faire. Donc ça, typiquement, pour nous, c'est un critère net d'arrêter, quoi. Le business plan est moins important que ce qu'ils vont faire réellement dans les 12 prochains mois. La feuille de route initiale, on sait qu'à 3 ans, ce qu'ils nous racontent, il se sera passé plein de choses. Par contre, les 12 prochains mois, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc cette cohérence, ce réalisme, c'est aussi la vibration générale qu'ils donnent au niveau comportemental sur leur équilibre entre eux, qui doit se traduire au passage sur des équilibres dans les temps de discussion, sur le fait qu'il n'y ait pas d'erreur de casting, c'est pas le directeur commercial qui explique le produit, et c'est pas le etc. Et ce qui est très important, c'est d'arriver à partager la vision. C'est-à-dire de trouver des gens qui partagent la vision de l'équipe sur le potentiel du marché, sur la manière la meilleure manière d'y arriver, à craquer ce marché-là, et sur l'analyse des bons fondamentaux de la société. Pour faire 5 investissements par an, on étudie largement plus de 500 dossiers. Sur 10 sociétés dans lesquelles on investit, il y en a une, si on se débrouille bien, qui va vraiment rendre la performance attendue, et le reste sera bien sûr entre bon et décevant et catastrophique, mais ne sera pas exceptionnel. À partir du moment où tout le monde a un ordinateur sur soi, puisque un iPhone est un ordinateur, récupérer des données, personnaliser des usages, faire du crowdsourcing sur des tas de choses, ou utiliser la puissance de calcul et de réflexion de la masse, ça peut amener des opportunités. Alors bien sûr, on regarde beaucoup de choses et par souci de confidentialité, on ne donne pas l'exemple précis, mais ça c'est une tendance intéressante qui est de dire finalement, tout le monde aujourd'hui transporte avec lui une usine de calcul de haut niveau. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Il y a eu des grandes tendances sur le gaming, sur le jeu, et sur le social gaming, donc à partir de Facebook pour être en interaction, etc. Ce qu'on voit nous aussi, c'est que l'arrivée de la tablette notamment, a permis d'atteindre un nouveau public, qui est le public des enfants. Donc ça, on voit le gaming passer de plus en plus vers le ludo-éducatif, et la cible se rajeunir en fait. On a aussi des opportunités très intéressantes sur la numérisation de certains objets. Donc c'est les objets connectés, c'est le machine to machine, c'est aussi tout simplement de rendre interactif, numérique et automatique certaines choses utilisées. Donc on peut rebooster un vieux produit finalement, parce que WeThings a démarré et a vendu des centaines de milliers de PES personnes, en disant juste en fait ce PES personne là, s'il était connecté, qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus et de mieux. C'est un Eldorado dans le sens où le champ des possibles, la limite de la science-fiction est extraordinaire. Les premiers projets, c'était les réfrigérateurs connectés dans lesquels les boîtes de conserve communiquaient en Bluetooth, et quand elles étaient vides, elles disaient « il faut me racheter ». Bon, ben ça c'est très bien, la boîte de conserve, elle passe de 1 € à 24 € plus un abonnement GSM. Donc on voit bien qu'après, il y a le principe de réalité. Donc le machine-to-machine aujourd'hui est à la phase de l'Internet des années 90. Le champ des possibles est inouï. Certaines idées aujourd'hui sont juste trop tôt. Mais actuellement, les coûts descendent pour qu'on arrive à faire des puces et de la connectivité relativement peu chère. Et là, tout à coup, on rentre sur la capacité d'une machine à tout simplement communiquer de façon spontanée.